et bienvenue à toutes et tous également. Et voilà, Sylvie, on peut peut-être lancer du coup les échanges sur nos dénominateurs communs entre démarche qualité, démarche RSE. Peut-être annoncer aussi, je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, que la prochaine conférence du réseau relié qui aura lieu le 9 mars portera également sur cette thématique du développement durable, responsabilité sociétale comme un outil de pilotage au service de nos établissements. Le programme est en cours de finition. Nous ne tarderons pas à vous l'envoyer et ce sera également sur un format distanciel. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire. L'invitation est partie hier. Donc, l'idée de vous proposer sur ce temps court de rétexte qui trouve son sens je dirais dans le paysage de l'ESR, puisque vous répondez souvent très nombreux. On a à chaque fois environ une cinquantaine à échanger au cours de ces temps flash, je dirais, d'échanges communs. L'idée, c'était d'avoir un peu le ressenti, les pratiques, le son de cloche de ce qui peut se faire dans vos établissements, université, labo, école, et comment vous avez réussi la croisée, je dirais, du label des DRS avec la démarche qualité, comment vous avez réussi à imprégner votre démarche qualité d'une connotation développement durable et responsabilité sociale, voilà, et on sait que juste en introduction, le label des DRS existe, je dirais, depuis 2015 et applicable aux établissements d'enseignement supérieur. C'est issu d'une co-réflexion entre la conférence des grandes écoles et France Université. Et depuis 3-4 ans, les établissements s'en sont fortement emparés. On fait quelques éléments de caractérisation. Je crois qu'il y a une vingtaine d'écoles qui sont certifiées label DDRS et une dizaine d'universités à ce jour. Et vous avez aussi, je dirais, en appui et en soutien, l'existence de ce réseau qui est le réseau CIRSE, CIRSES, voilà, qui porte cette thématique au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc voilà, vous avez de quoi vous ressourcer, vous épauler sur cette thématique-là. L'idée, c'était de savoir un peu, d'essayer d'échanger entre nous, comment est portée la thématique des DRS, comment vous avez réussi est portée la thématique des DRS, pardon, dans vos établissements. Est-ce qu'il y a un portage politique? Est-ce qu'il y a une entité à part entière qui porte cette thématique? Et comment vous faites surtout le lien, c'est ce qui nous intéresse vraiment, avec la démarche qualité. Voilà, donc s'il y a quelques personnes qui veulent prendre la parole, voilà, nous dire où vous en êtes, comment vous y êtes pris, est-ce que c'est quelque chose de récent, est-ce que vous avez de l'antériorité, voilà ce qu'on essaye, je pense, ce qui peut initier quelques premiers échanges autour de cette thématique. Qui est-ce qui se lance? Excusez-moi, si je peux me permettre. Donc, je suis Valérie Le Chenadec, la chargée de mission des DRS de l'Université Paul Valéry et coprésidente du label des DRS. Vous m'avez invité ce matin, je pense, ainsi que Monsieur Ben Niche, mais je pense qu'il n'a pas pu se connecter. Je pense plutôt pour échanger sur votre conférence du 9, non? Ah non, non, non. J'avais contacté quelques personnes comme ça en back-office, voir si elles voulaient intervenir ce matin, comme ça, sur une intervention un peu flash, je dirais, justement, pour pouvoir voir un petit peu quel est le son de cloche en termes de label des DRS dans les établissements, quoi. On vous entend plus par contre, Madame Le Chenadec. Votre Pardon. micro est coupé. Excusez-moi. Je pensais que vous nous aviez envoyé le lien ce matin pour qu'on discute de l'organisation et de notre intervention le 9, en fait. Ah bah non, je suis pas au courant, en tout cas, au sein du réseau relié. Non, c'était pas Désolée. dans ce but-là. Il y a pas de... C'est Mais pas... vous pouvez On très vous bien. recontactera très rapidement, Valérie, pour échanger là-dessus sur l'organisation précise de cette conférence. Ouais. Ok, d'accord. Donc, est-ce que vous souhaitez que je reste, du coup? Mais Oui, bien sûr, bien c'est sûr. vous, Ok. est-ce que vous avez envie de rester et de discuter avec nos collègues Oui, de bien sûr, pas comment de souci. peut-être faire un petit teaser de cette conférence
de votre intervention. Peut-être présenter un petit peu à nos collègues pour amorcer les débats aussi une présentation un peu succincte, pas forcément très détaillée du label des DRS. Ok, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mon Donc, il y a label en monsieur... 180 secondes. Ah ouais, alors, je ne m'étais pas préparé à ça ce matin, mais bon, ok. On est en live, mais on est entre nous. Hein, c'est aussi c'est des moments opportuns qu'il faut saisir, d'échanger, de se ressourcer. On est entre nous. N'hésitez pas à prendre la parole. Voilà, Oui, mais je vous laisse. De toute façon, vous avez dit, vous avez introduit le label tout à l'heure. Vous en avez rappelé brièvement son historique et son existence. Je voudrais juste rappeler que par ailleurs, quand même, le label, il est porté par des partenaires historiques, hein, qui sont les deux ministères. Ministère Transition écologique, ministère Enseignement Sup, France Université, CGE bien entendu, et le RESES, qui est le réseau des étudiants français en développement durable. Voilà. Après, je vous laisse discuter et je vous écoute. Et merci pour l'invitation. Alors, il y a des personnes qui lèvent la main. Jean-Marc Cinquin, je vous donne la parole. Oui, bonjour Sylvie, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Jean-Marc Cinquin. Alors, je vais vous laisser à 10h30 puisque j'ai une autre réunion qui s'enchaîne. Donc, je suis le responsable RSE de l'Ifremer et je suis impliqué dans différents dispositifs. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec effectivement Mme Chunadec sur la révision de la VDRS sur l'axe recherche. Mais on travaille, nous, dans une dynamique interépique, CEA, RGM, CIRAD, IRSN, CNES, par exemple, pour travailler effectivement sur un ajustement des dispositifs dans le cadre de SME, donc de systèmes de management environnementaux. Et nos avancées, en fait, nous amène à considérer que les dispositifs RSE et qualité, bien évidemment, s'alimentent réciproquement. La RSE étant plutôt sur un positionnement de gouvernance à 3 ans, alors que la qualité travaille plutôt sur des objectifs de pilotage opérationnel sur 1 an. Donc on a quelque chose qui se met en place dans nos écosystèmes, et on va dire que les gouvernances RSE sont plutôt d'une temporalité sur les contrats d'objectifs de moyens de performance, en termes de possibilité de définir une politique, de la déployer et d'en tirer quelques bénéfices, alors que les exercices sur les systèmes qualité sont plus des exercices opérationnels sur des calendriers d'années. Et donc, pour mettre en place ces éléments, on se base sur 2 référentiels normatifs, hein. Donc l'ISO 9001-2015 sur tout ce qui est management de la qualité et déclinaison en objectifs opérationnels via les indicateurs. Et la RSE, donc on est sur le référentiel ISO 26000 qui en particulier nous donne une trajectoire permettant d'aboutir à quelque chose qui est assez fondamental dans l'élaboration de ce que l'on souhaite faire, qui est la matrice de matérialité. Et c'est quelque chose donc, qui va pouvoir mettre sur la table en fait tout l'écosystème, et l'écosystème en termes d'attendus, en particulier pour l'ensemble des parties prenantes, dont une partie va servir à alimenter notre système qualité en termes d'identification des attentes, en termes de conformité de produits, de respect des délais, de la satisfaction client, mais c'est bien plus large. Et donc la RSE en fait alimente bien évidemment un contexte managérial et de produits, mais également tous les dispositifs de compliance que sont l'anticorruption, le RGPD, etc. etc. Donc, on considère que la démarche RSE, elle est globale. Il n'y a pas de lien hiérarchique de l'un vers l'autre, mais en tous les cas, ce n'est pas forcément les mêmes finalités, ce n'est pas les mêmes périmètres, et donc ça n'embarque pas forcément les mêmes acteurs pour piloter les dispositifs. Voilà, si vous avez des questions, je peux en reparler, mais en tous les cas, voilà, c'est une démarche donc, que l'on conçoit et que l'on mène en interépique pour à peu près 65 000 salariés actuellement. Et on arrive à peu près à cette approche-là, qui est très aidante parce que pour avoir lu récemment dans le plan
biodiversité du MESR, on est très à l'aise, effectivement, pour pouvoir parler soit à deux voix, sur deux pieds, avec à la fois une approche méthodologique pour dire voilà comment on peut faire, et l'autre approche qui est de dire voilà ce que l'on veut faire. Et je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est très complémentaire en tous les cas. Très bien, merci Jean-Marc en tout cas pour ce témoignage sur ce qui est initié à l'Ifremer au niveau de l'Ifremer. Et on voit que l'exercice est réussi. Et justement, on a à l'heure actuelle une vraie réflexion, je dirais, à l'échelle nationale sur complémentarité, redondance entre référentiels qualité. Et voilà, c'est essayer que chacun puisse y trouver son compte et qu'on soit dans une approche, je dirais, un peu globale et complémentaire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'intervention de Jean-Marc ou pas? N'hésitez pas, hein. Alors, je vais donner la parole à Pierre Gérard qui a levé la main du coup. Oui, bonjour. Donc Pierre Gérard, je suis à l'Université Sorbonne Paris Nord et je suis chargé de mission au développement durable. Alors c'est vrai que dans notre université, on n'a pas de vice-présidence avec des services constitués sur la question et on envisage plutôt ces questions du point de vue en s'appuyant sur un service, une direction qu'on a liée à l'amélioration continue. Et en fait, l'intervention que je voulais faire, la question que je voulais poser, est dans la continuité de ce que disait Jean-Marc Cinquin. C'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de référentiels. Un des gros boulots, c'est de croiser un petit peu tous ces référentiels. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que nous, on démarre plus qu'on est arrivé, quoi, disons. On a un peu plus de retard à rattraper que voilà. Et une question que j'aimerais poser à ceux qui sont plus avancés que nous dans la démarche, c'est une question très triviale. Quand vous voulez vous investir dans le label des DRS, vraiment labellisation, plus que juste les auto-évaluations, vous comptez à peu près combien d'équivalents temps plein sur ces tâches spécifiques? Ça a l'air, c'est très trivial comme question, mais en réalité, on a toujours la meilleure volonté du monde, mais à des moments, il faut être capable de dimensionner ce qu'on veut et d'employer les gens qu'il faut et de dimensionner les services de manière adéquate. Voilà. Est-ce que je peux juste me permettre d'intervenir avant de répondre directement à ce monsieur sur Oui, allez-y. Le process de labellisation pour aussi prendre un peu la mesure du temps nécessaire. Le label des DRS, en fait, il passe d'abord par une phase d'auto-évaluation. Auto-évaluation qui est faite via le référentiel des DRS que je suppose vous connaissez. Référentiel national donc, qui est construit sur 5 axes, gouvernance, formation, recherche-innovation, gestion environnementale et politique sociale. Donc l'idée, c'est que quand même, par rapport à la labellisation, on va dire qu'un établissement ne se précipite pas, puisque pour pouvoir candidater après au label, il faut qu'il ait une auto-évaluation qui ait été faite d'au moins 1 an. Cette auto-évaluation, elle se fait via un outil qui s'appelle la plateforme Percé. C'est un outil qui reprend la construction du référentiel avec les variables stratégiques, les variables opérationnelles et les niveaux de variables. Donc, en fait, pour répondre, alors monsieur, du coup, excusez-moi, j'ai oublié votre nom, je ne sais pas qui a pris la parole. L'idée, c'est que quand même, en amont, avant de candidater au label, il y a cette phase d'auto-évaluation. À l'échelle d'une université, cette phase d'auto-évaluation, elle peut prendre beaucoup de temps. Ça peut prendre du temps. Et puis après, il y a la constitution l'année d'après du dossier de candidature au label, qui est une autre phase, on va dire. Après, au niveau du temps nécessaire, évidemment, tout dépend comment est constituée votre équipe autour du développement durable et de la démarche qualité dans votre établissement. Mais il faut savoir que c'est un travail de longue haleine.
parce qu'il y a quand même déjà la présentation de ce référentiel à l'ensemble de vos parties prenantes internes, hein, puisque si vous voulez après travailler sur une collecte de documents d'appui et d'indicateurs, il faut quand même présenter à vos parties prenantes internes le référentiel, les attendus. Donc, ça peut être effectivement assez long. Et nous, on conseille en tant que coprésident du label que sur ce dossier, on va dire, typique de la candidature au label, ne soit pas dédié un personnel qui, comment dire, qui n'aurait déjà pas une connaissance de l'établissement, déjà, et qui, parce qu'il rencontrerait bien sûr bon nombre de difficultés pour le recueil de documents d'appui et d'indicateurs. Et c'est un gros travail en équipe. C'est pas quelque chose où l'on met une personne toute seule sur la plateforme Percé et qui saisit des données, quoi. Ça peut pas se passer comme ça, quoi. Puisque de toute façon, après les auditeurs, le jour où ils consultent le dossier de candidature, ils se rendent bien compte très rapidement de la façon dont a été construit le dossier. C'est-à-dire, on sent vite si une personne a été toute seule à collecter des documents de manière un peu anarchique et comme elle a pu, ou si l'établissement a mis en place une vraie démarche d'auto-évaluation et de candidature au label. Merci pour ces quelques précisions, voilà, qui viennent compléter, je dirais, l'interrogation sur le questionnement précédent, et peut-être pour illustrer et parler de l'université Paris-Est Créteil, on commence tout juste. On a un VP dédié des DRS, je dirais, et en termes de moyens humains, c'est un chargé de mission et une apprentie, voilà. Et on va se lancer là. On est vraiment au tout premier prémisse. Est-ce qu'il y a d'autres retours que vous voulez faire sur la mobilisation et sur l'implication en termes de moyens humains? Sylvie, Jean-Marc Cinquin, là, je voulais juste, après je vais vous laisser, je vous embêterai plus. Je voulais juste apporter un éclairage par rapport effectivement à ce questionnement qui est, voilà, on a souvent ce sujet des moyens. Alors, je vais y répondre en donnant deux éléments. Je pense qu'une démarche RSE est réussie, entre guillemets, quand on a réussi à embarquer l'écosystème. C'est-à-dire que, quelque part, on va pas mettre un greffon sur un arbre en disant, bah, écoutez, on va essayer de faire en sorte qu'une branche RSE arrive par rapport à ça. Donc, je pense qu'effectivement, il faut voir comment on peut inscrire durablement la RSE dans l'écosystème et dans l'ADN des établissements. Et un rendez-vous nous a été donné. Il y a eu la nomination d'un haut fonctionnaire au développement durable pour le MESR, donc Michel Eddy, qui a donné des éléments qu'à mon avis qu'il faut considérer, et probablement le label des DRS ou toute autre démarche doit s'inscrire dans ce qu'il attend des établissements. Nous, on a eu la chance de le rencontrer 3 heures il y a une dizaine de jours en interépique. Et effectivement, il y a deux choses qui sont fondamentales. 3 choses. C'est la nomination d'un référent développement durable dans tout l'ESR pour chaque établissement. Donc, je vous invite à savoir si la démarche a été faite ou pas. Dans tous les cas, Michel Eddy n'a pas eu 100% de retour à ce jour. Donc, je vous invite à vous renseigner pour savoir qui a reçu de la part de Claire Giry, donc la DG du MESR, la demande, et qui a été identifié. Et le deuxième élément, c'est que tout établissement public ou de l'ESR se doit de monter un schéma directeur développement durable pour fin 2024. Et donc, ce rendez-vous qui nous est donné et cette capacité à devoir produire, parce que c'est pas une option, comme on dirait, ce sujet n'est pas une option, va vous amener à réfléchir comment, en termes de calendrier, en termes de moyens et en termes de structuration, vous amenez ces schémas directeurs dans l'écosystème de vos établissements. Et bien évidemment, ça va être porté au plus haut niveau et ça va mettre en évidence probablement la logique d'ambition, de moyens. D'autant qu'un des exercices qui va être demandé à tous les établissements, c'est de faire un BGES tout scope confondu, ce qui est un exercice à la fois simple et pas simple. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de choses qui nous attendent en 2024, 2023, et je vous invite éventuellement à revenir vers moi si vous cherchez des éléments un peu
méthodo sur l'élaboration d'un schéma directeur développement durable. Voilà, j'ai encore 2 minutes. S'il y a une question, après je vous laisse. Allez-y. Merci Jean-Marc pour ces précisions, en tout cas, avec un portage au plus haut niveau de ce label des DRS, avec voilà, je pense, des actions à faire de la part des établissements à destination aussi du ministère. Oui, Monsieur Massacrier Christophe, qui a Oui. levé la main. Oui, bonjour, je suis de l'ISEE Supméca. Alors, je ne suis pas un gros établissement, on a 600 étudiants chez nous dans notre école d'ingénieurs, et je ne suis pas casquette des DRSE, je suis casquette qualité. Et donc, j'ai une question pour Jean-Marc Cinquin. Je voulais savoir si, au niveau de l'IFREMER, le DDRSE est intégré dans un processus à part entière de la démarche qualité. Alors, non. Non, ce que l'on fait, c'est que on est certifié ISO 9001. Donc moi, je suis auditeur AFNOR ICA, et sur ces approches-là, on considère que les processus décrivent l'existant. Un système qualité n'a pas à être une boule de cristal sur laquelle on va dire bah, voilà où on veut aller. Un système qualité décrit la façon dont on opère des activités et comment on conçoit la production, qu'elles soient intellectuelles ou physiques. Et donc, par contre, ce qui est fait, c'est qu'au titre de la revue de direction ou de l'instance dirigeante, on brasse les sujets. C'est-à-dire qu'au titre de la revue de direction qualité, quand on aborde les sujets enjeux, domaine d'application, qualification du produit, on y intègre les contextes sociétaux, environnementaux et économiques qui sont portés par la démarche RSE ou le label des DRS, comme vous voulez. Mais il ne faut pas mélanger les deux, parce que je pense que ce sera indigeste pour les personnes qui devront l'opérer. Déjà, entre nous, on a du mal des fois à se donner une ligne de conduite. Donc, ce n'est pas les mêmes pas de temps. Et effectivement, la revue de direction ou les audits peuvent être des moments où on peut aborder ces sujets de compliance et de politique RSE ou d'orientation climat ou biodiversité, décarbonation et autres. Mais je pense que on ne parle pas sur les mêmes objets, donc ce serait difficile de venir arrimer des logiques, sauf à les décliner dans des instructions, directives, procédures, etc., qui, elles, effectivement, s'inscrivent dans le temps et dans l'activité des produits et des services que l'on veut dispenser. Merci beaucoup, c'est très clair, Jean-Marc. Merci pour ces échanges et puis ces informations, voilà, qui nous donnent un aperçu, je dirais, de ce qui se fait dans différentes structures. Françoise INSA de Lyon, je te donne la parole. Il faut ouvrir le micro, c'est mieux. Bonjour tout le monde, je disais. Oui, je disais que je partageais, enfin, disons qu'on n'a pas tout à fait la même vision avec Monsieur Cinquin, parce que nous, moi, je suis côté pilotage, hein, je suis la directrice de l'aide au pilotage et amélioration continue. Et nous, pour parler de la DDRS, la démarche a été entamée, j'allais dire, en amont de la naissance de la démarche qualité au sens global de l'établissement, avec une personne qui est quand même dédiée, mais bien évidemment qui a fait collaborer l'ensemble des services à l'évaluation de l'établissement. On a le label des DRS, me semble-t-il, depuis 2019. Là, on est en renouvellement de notre label, enfin en phase d'évaluation. Et par la suite, il y a eu la création donc, de cette direction dont je suis responsable, la DAPAC, avec toute une partie qualité. Et nous, on a fait un système de management de l'établissement en partant de la norme ISO 9001. Et dans ce cadre-là, on a complètement intégré l'ensemble des actions qui vont dans le sens de la démarche qualité, avec un système de revue de direction stratégique au niveau de l'établissement,
On a surtout œuvré à ça depuis d'ailleurs qu'on ait créé plus que les processus, parce que du coup, on s'est fait un peu embarquer là-dedans pour décliner notre stratégie d'établissement. Ça s'appelle Ambition 2030 avec 5 transitions, dont une transition qui est orientée sur 3 E, environnement, écologie et le troisième E, énergie, une sociale, une institutionnelle, etc. Et à l'intérieur de ça, on a intégré le travail au niveau des 3 E qui est conduit dans la démarche des DRS, etc. Donc, on a une vue un peu globale sur l'ensemble des plans d'action, dont la démarche des DRS. Mais voilà, on a démarré, enfin, c'est pas qu'on a démarré par la DDRS, hein, mais on avait un ingénieur qui était dédié à ça depuis longtemps à l'INSA. Et petit à petit, on a tout incrémenté dans la déclinaison de notre stratégie pour donner du sens à l'ensemble des démarches qu'on entreprenait. Donc, avec des revues de direction stratégique qui arbitrent des projets prioritaires sur l'ensemble des champs des 5 transitions qui composent notre stratégie. Donc, nous, c'est intégré. Voilà, c'est surtout ça que je voulais dire, avec une démarche extrêmement participative de l'ensemble des acteurs d'établissement, que ce soit les managers ou des gens de terrain. Voilà. C'était juste pour dire que nous, on avait pu mailler les deux. Merci Françoise pour ce retour d'expérience qui est propre à l'INSA de Lyon et voilà, qui a réussi avec une approche peut-être atypique, mais voilà, qui a fait ses preuves. Et puis c'est surtout essayer de faire du lien, et tu l'as très bien, je dirais, exposé entre la stratégie, la démarche qualité et le DDRS, comment tout ça s'est imbriqué, et ça doit créer, enfin ça doit amener du lien dans ce qu'on veut faire, quoi. Madame Le Chénadec, je vous redonne la parole. Du coup, vous avez levé la main. Oui, pardon. Oui, alors moi, je voudrais faire suite à l'intervention de monsieur, je ne sais plus, Senquin, c'est ça, où il a évoqué dans le plan climat du ministère. Alors, effectivement, ce qui se complexifie à l'échelle des établissements maintenant, c'est l'injonction aussi de réaliser des documents qui sont des schémas directeurs, hein, ce qui est assez complexe à l'échelle d'un établissement. Mais il n'y a pas que le schéma directeur du développement durable dans ces perspectives du plan climat, il y a aussi d'autres schémas directeurs, comme le schéma directeur de la vie étudiante, qui doit comporter un volet développement durable et responsabilité sociétale. Donc, on se rend bien compte qu'il va falloir croiser et travailler à plusieurs niveaux dans nos établissements avec l'ensemble des parties prenantes. Donc, ça, c'est un élément. Par rapport au bilan carbone qu'a évoqué précédemment aussi notre collègue, il faut savoir que le bilan carbone, tout comme le plan de mobilité, par exemple, sont des éléments réglementaires du référentiel des DRS et qui sont des préalables à la candidature au label. C'est-à-dire que sur certains, particulièrement sur l'axe 4, donc là je vous alerte là-dessus, qui est l'axe sur la gestion environnementale, où vous avez effectivement le bilan carbone à joindre ainsi qu'un plan de mobilité. Il faut savoir que si vous n'avez pas ces éléments-là, déjà c'est un point qui est un point de blocage, on va dire. Voilà. Parce qu'il faut savoir que les bilans carbone, ils sont réglementaires depuis 2011 hein, dans les établissements d'une taille supérieure à 250 agents. Et les plans de mobilité sont obligatoires pour toute institution depuis le 1er janvier 2017. Donc déjà, ça, c'est des éléments qui doivent vous alerter sur le niveau où vous en êtes sur ces aspects-là. Tout comme au niveau patrimoine immobilier, sur toutes les questions liées effectivement au management de l'énergie, par exemple, ou autre aspect du patrimoine immobilier, un dossier qui ne comporterait pas un schéma pluriannuel de stratégie immobilière ou tout autre document de stratégie au niveau de l'immobilier, déjà le dossier a du mal quand même à passer. Et surtout, quand vous faites votre auto-évaluation, vous avez du mal à vous positionner sur le niveau des variables stratégiques. Voilà. Donc, il faut savoir que le référentiel, il y a quand même une correspondance avec le réglementaire et il faut y être attentif.
Merci en tout cas pour ces précisions. Je dirais, voilà, pour ces personnes, je dirais à titre d'information pour les participants en fonction des différents degrés d'avancement Oui, des établissements. Et c'est surtout comment cette thématique des DRS vient irriguer voilà, nos activités et l'ensemble des activités, je dirais, de l'établissement. Voilà, c'est pas je fais du DDRS pour du DDRS, mais comment je viens mettre une petite touche et une petite dose de DDRS dans l'ensemble des activités de l'établissement. Et ça a très bien été illustré par Madame Le Chénadec. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un retour. N'hésitez pas à prendre la parole, où vous en êtes, comment vous vous y prenez, voilà, comment vous avez réussi à faire le lien, comment vous allez vous y prendre par rapport, on a déjà matière par rapport à tout ce qui a été exposé ce matin. Et bah, Françoise, je te redonne la parole puisque tu enlèves la main. Oui, moi, en fait, j'ai vraiment une question par rapport à ce que tu viens d'évoquer, Sylvie. C'est-à-dire que là, au niveau de la qualité, la question de la conférence ce matin, c'était comment on intègre, c'est surtout ça qui m'intéressait au niveau d'assister à cette réunion, le DDRS dans l'ensemble de nos processus. Parce que nous, on s'est déjà posé la question, on décrit un processus quelconque, hein, peu importe, on va dire un peu le processus d'élaboration budgétaire, par exemple, hein, qui n'a rien à voir, qui est très technique. Et on s'était dit, ce serait bien qu'on arrive à taguer chacun de nos processus d'entrée une dimension en quoi je contribue dans mon processus d'élaboration budgétaire, par exemple dans mes achats, Budget vert, on parle de budget vert. À la démarche des DRS. Et moi, ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir s'il y a déjà des établissements qui sont arrivés ou qui ont eu cet automatisme, parce que nous, comme je vous l'ai dit, on n'a pas encore eu trop le temps de reprendre l'ensemble de la démarche processus, cette sorte d'automatisme en disant, je fais un processus, je pense des DRS et je regarde en quoi par rapport à ma démarche des DRS, je l'intègre dans mon propre processus, parce que si on veut les faire vivre et le rendre concret aussi, ça passe aussi parce que chacun des acteurs dans ces processus soit acteur de la démarche des DRS. Et je voulais savoir s'il y avait un établissement qui était suffisamment mature pour les avoir réellement intégrés et affichés en tant que tels dans la description des processus. Oui, c'est tout l'intérêt de ces échanges au cours de ce rétexte ce matin. Ça fait partie aussi de mes attentes. C'est pour ça que voilà, j'ai trouvé intéressant de porter cette thématique au cours de ce rétexte porté par le réseau Relié. L'AMU a lancé toute une série de webconférences également sur cette thématique, Françoise, des budgets verts, qui sont pilotés par le domaine finance de l'AMU. C'est Antoine Schwartz qui pilote ça. Moi, j'ai pas assisté particulièrement, mais Valérie, j'ai vu que vous avez levé la main, donc peut-être pouvez-vous aussi intervenir et compléter, mais je pense que vous devriez pouvoir trouver déjà pas mal de débuts d'informations sur comment intégrer cet aspect responsable dans nos budgets. Valérie, je vous laisse peut-être prendre le relais. Oui, alors oui, ben, ça rejoint Thibault ce que vous êtes en train de dire, hein. Par exemple, nous à l'université Paul Valéry, donc on a constitué un groupe de travail avec la direction de l'évaluation et du pilotage et donc la mission des DRS que j'anime pour travailler sur cette notion de budget vert et voir effectivement comment on peut entre guillemets, taguer des activités en lien avec le DDRS et on répond effectivement à ce groupe de travail qui est mené par Monsieur Schwartz de l'AMU. Donc, je pense, Françoise, que très rapidement, on va dire que d'ici les 6 mois qui viennent, et aussi poussé par le plan climat-biodiversité du ministère, va être produit via l'AMU au moins une méthodologie de base pour essayer que dans chaque établissement, on arrive effectivement à mettre en place ce fameux budget vert. Alors, je ne sais pas si vous avez des contacts avec l'AMU, Françoise, mais peut-être que votre établissement peut rejoindre un groupe de travail ou je ne sais pas. Oui, mais je ne pensais pas. Enfin, oui, on a des contacts avec l'AMU pour répondre, mais moi, je prenais l'élaboration budgétaire comme un exemple.
je parle sur l'ensemble des processus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas comment on irrigue chacun de nos processus d'une dimension des DRS, c'est-à-dire que les pilotes de processus l'intègrent, qu'on parle de budget, qu'on parle de convention, qu'on parle RH, de recrutement, qu'on parle de n'importe quel process Immobilier, ouais, bien sûr. processus, pour intégrer la dimension des DRS. Moi, c'est plutôt la vision systématique et systémique de se dire, il n'y a pas d'un côté une démarche des DRS sur laquelle on a un label, et puis de l'autre côté une démarche qualité avec des tas de processus, et que les deux ne maillent pas. Voilà, alors, moi, c'est vraiment cette dimension-là. Moi, si je peux me permettre de vous donner l'exemple de mon établissement, par rapport à la façon dont on a travaillé là-dessus. Par exemple, lorsque vous faites des dialogues de gestion des services, nous, dans le dialogue de gestion, il y a automatiquement une part des DRS, par exemple. Et ça, c'est depuis un certain temps, ce qui a permis aussi, parce que la difficulté, c'est que bon nombre de services et de composantes des établissements font déjà naturellement du DDRS, mais ne le conscientisent pas comme ça. Voilà. Donc, nous, ça nous a permis, en mettant une part dans le dialogue de gestion qui concernait le DDRS, ça a permis au service de faire ce travail déjà d'identification d'activités qui sont vraiment en lien direct avec ça. Donc, nous, ça fait 3 ans que ça fonctionne comme ça, voire plus. Donc, du coup, je dirais que maintenant, naturellement, on ne parle pas de DDRS, ça fait partie, voilà, c'est dans les activités de certaines directions, il y a cette part-là. Ensuite, pour appuyer ça, en début d'année, notre directrice générale des services fixe les objectifs pour l'année à venir avec l'ensemble de ses directeurs. Et il y a là aussi un aspect DDRS. C'est intéressant. Voilà. Ce qui permet, je dirais, en tout cas au sein de l'université Paul Valéry Montpellier 3, je dirais que presque DDRS n'est pas forcément un sujet en tant que tel. C'est très intéressant et nous, on est en train de réfléchir sur ce qu'on demande à l'ensemble des cadres. C'est-à-dire que l'établissement demande à l'ensemble des cadres de l'insérer dans les fiches de poste, dans les fiches de mission, du plus haut niveau d'ailleurs, oui. de l'équipe de direction jusqu'au cadre intermédiaire, jusqu'aux collègues qui travaillent avec nous. Et ça pourrait faire effectivement partie des attentes de l'établissement que de s'emparer de ça et qu'ensuite ce soit dans les fiches de poste de chacun, dans les objectifs annuels, pourquoi pas, au moins dans un premier temps, d'insérer cette dimension dans chacun d'instiller. Alors, dialogue de gestion, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Le côté DGS aussi. Et après, on pourrait le concrétiser dans une traçabilité écrite, parce qu'il y a des gens qui vont s'en emparer spontanément. Et moi, je connais dans mon entourage un certain nombre de gens qui le feront moins naturellement. Donc, voilà, je pense que c'est important aussi de effectivement le donner comme un point de culture importante. Merci pour ces idées. Alors après, je peux finir d'appuyer, puis après j'arrête de parler. Dans notre établissement aussi, je dirais ce qui a été facilitateur, entre guillemets, c'est la mise en place d'un réseau de référents internes des DRS qui représente l'ensemble des directions et composantes de l'établissement. Donc, du coup, aussi par ce biais-là, donc le réseau existe depuis juin 2017. Par ce biais-là aussi, ça a été un moyen d'identification aussi pour l'ensemble des activités, des services et des composantes de ce que nous, on appelait des DRS avant et que maintenant, on n'appelle plus des DRS puisque ça fait partie, on va dire, de notre vie quotidienne. Et là, on a fait pareil au niveau de la recherche, c'est-à-dire que depuis mai 2022, donc l'année dernière, on a mis en place un réseau de référents recherche, c'est-à-dire des représentants des différents laboratoires aussi. En fait, moi, je pense que c'est ce qui est intéressant et ce qui permet voilà, d'inscrire toute une organisation dans ces processus et sur cette thématique, c'est de faire un maillage relativement serré à toutes les strates du fonctionnement de l'organisation, en fait. Oui, bien sûr.
C'est un peu l'immersion multidimensionnelle de cette thématique des DRS au sein de l'établissement. Et on a parlé justement de dialogue de gestion, voilà, de contrat d'objectifs et de moyens. La thématique est intégrée dans cette dimension pilotage et performance. Et ça fait le lien, je dirais, avec ma question suivante. Comment vous avez réussi à faire le lien avec cette dimension performance indicateur, mais l'indicateur qualitatif sur cette thématique des DRS? Est-ce qu'il y a des exemples, des réussites dans vos établissements? N'hésitez pas à prendre la parole, à illustrer ou à poser des questions. Voilà, on est entre nous, on est là pour échanger. Moi, ça m'intéresse. Qui est-ce qui veut prendre la parole? La dimension performance, l'indicateur qualitatif connoté des DRS, est-ce que c'est des choses qui se font dans vos établissements? Est-ce que c'est des choses que vous produisez, sur lesquelles vous avez réfléchi? Personne encore. Le premier qui va dégainer va être précurseur. Sylvain, je te donne la parole. Bonjour à tous, Sylvain Roux, INSA Lyon. Alors, je suis désolé, Sylvie, je ne vais pas répondre à ta question. Moi, j'avais une autre question un peu plus sur le fond, parce qu'on parle du DDRS, donc c'est quand même un enjeu important. Est-ce que, en fait, la question, c'est tous ces aspects réglementaires, schéma directeur, DDRS qui sont demandés notamment, etc., budget vert, etc. Est-ce que ça a aussi pour vocation de faire bouger les lignes, j'entends, sur ce qui nous impacte le plus en termes de DDRS, c'est-à-dire notamment la mobilité étudiante pour les universités et les écoles, et puis on va dire la mobilité des chercheurs, enseignants-chercheurs, pour ce qui est des activités de recherche. Parce que si, en fait, c'est l'activité de recherche en tant que telle qui nécessite beaucoup de déplacements, et ça, malheureusement, en tant qu'établissement, on n'a pas vraiment la main dessus. Et pareil pour la mobilité étudiante. Donc, est-ce qu'il y a aussi une vocation, toutes ces injonctions réglementaires, est-ce qu'il y a aussi une vocation de faire bouger les lignes à ce niveau-là? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont les infos pour répondre là-dessus. Je ne sais pas si ma question est claire. Oui, c'est un autre, je dirais un autre volet, une autre approche, tout ce qui est en termes de mobilité. Est-ce qu'il y a des choses qui se font dans vos établissements, vos écoles, vos labos, vos structures? Christophe Massacrier, vous avez levé la main, donc je vous donne la parole. Oui, pour rejoindre la remarque de Sylvain, c'est vrai que la question se pose après derrière sur la déclinaison du DDRS sur les mobilités étudiantes. Est-ce qu'on part à l'international? Est-ce qu'on privilégie des destinations pour nos étudiants en Europe ou ailleurs? Est-ce qu'on privilégie des destinations où on peut y accéder en train et pas en avion, enfin, etc. etc. On sera de toute façon, à mon avis, confronté à des décisions ou des choix à un moment donné. Mais pour revenir à la question de Sylvie derrière en termes d'indicateurs de performance, ma réflexion, ce serait d'arriver à identifier dans un établissement la sensibilité des personnels, qu'ils soient BIAS ou qu'ils soient enseignants-chercheurs, par rapport aux questions environnementales, et de voir l'évolution, puisque tout ce que j'ai noté, moi, quelque part, c'est d'arriver à mettre en place une acculturation au DDRS parmi toutes les franges des personnels des établissements. Et finalement, il pourrait y avoir, comme on le fait, nous, sur nos processus en termes de satisfaction en interne vis-à-vis des usagers, qu'ils soient apprenants ou qu'ils soient personnels de l'établissement, en termes de satisfaction sur les processus, on pourra avoir de la même façon, derrière des DRSE, des questionnaires sur la sensibilisation et le niveau d'intérêt individuel sur ces questions-là, et de pouvoir mesurer ça d'une année à l'autre. Et peut-être par population, d'identifier que des populations sont peut-être moins sensibles, et donc de mettre en place des actions spécifiques vers ces populations-là pour les sensibiliser un peu plus. Voilà.
Et merci Christophe pour ce retour et ce complément. C'est vrai que c'est intéressant et c'est surtout disposer d'éléments factuels dédiés au pilotage de l'établissement sur cette thématique avec la production d'indicateurs. Mais par exemple, mes premiers indicateurs, ils sont produits en 2023 et puis voir dans 4 ans quel est le cheminement. Voilà le chemin parcouru par les établissements à travers, je dirais, l'appropriation et l'imprégnation de cette thématique des DRS multidimensionnelle au sein de l'établissement. Montpellier 3, du coup, je redonne la parole. Alors, Montpellier 3, pour répondre à Sylvain Roux, je crois que c'est comme ça. Oui. Alors, sur cette question, effectivement, quand les établissements comme les nôtres font leur bilan carbone, on est bien d'accord que le poste d'émission de gaz à effet de serre le plus important, ce sont les déplacements à l'international et les déplacements domicile-travail. Voire déplacements professionnels entre différents sites, entre autres au niveau de la recherche. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est maintenant pris un peu à bras le corps par différents établissements, par différentes initiatives. Nous, par exemple, à Paul Valéry, on réfléchit avec la direction des relations internationales de la francophonie, en travaillant avec des étudiants qui sont en master gestion environnementale sur, lorsque les étudiants partent, quel type quel type de compensation, alors j'utilise le mot compensation, mais c'est pas, on pourrait mettre en place par rapport effectivement au déplacement de ces étudiants à l'international. Donc, il y a toute une réflexion qui est menée. Je vous invite à regarder, si vous le pouvez, Service public éco-responsable et à vous connecter sur la plateforme Osmose, puisque sur le service public éco-responsable, il y a quand même une grande partie, un des engagements, c'est la mobilité. Il y a alors des réflexions qui sont menées dans différentes institutions publiques sur la compensation carbone, sur le principe de la compensation. Il y a des choses qui se mettent en place. Alors, ça peut faire débat, c'est un sujet qui n'est pas forcément autant les pays anglo-saxons comme le Canada ou les États-Unis pratiquent ça, c'est-à-dire que dès qu'un enseignant-chercheur se déplace, il y a une compensation carbone qui est mise en place. Nous, on n'est pas encore trop là-dedans, je pense, en France, mais il y a des choses qui se font. Vous avez après le réseau Polytech, pour votre information, qui travaille sur un projet qui s'appelle Polytech Green, où justement ils travaillent sur les déplacements de leurs étudiants à l'international. Donc, ils proposent des solutions alternatives. Voilà, il y a des choses, donc il y a, voilà, Sylvain, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des réflexions sur ces sujets. C'est intéressant. Nous, quand on audite des établissements, on se rend compte que sur cette partie-là, il n'y a pas grand-chose, effectivement, parce que les universités n'ont pas trouvé encore des leviers pour cet aspect-là. Ensuite, pour reboucler, Sylvie, sur votre question tout à l'heure sur les indicateurs qualitatifs, si vous faites un travail à partir du référentiel des DRS, particulièrement sur l'axe gouvernance, où il y a effectivement toute la partie qui concerne la sensibilisation des personnels et aussi des étudiants, ainsi que toute la partie qui concerne les formations des personnels, puisque ça, c'est aussi un point important. Il y a des indicateurs qualitatifs qui sont proposés, alors ou d'état ou de performance, peu importe, mais chacun peut trouver, voilà, ça peut passer effectivement par le biais d'enquête, ça peut passer par tout autre type de processus d'identification sur ce sujet. Merci pour ces précisions, en tout cas, et ça évite de partir, je dirais, d'une feuille blanche avec toutes ces informations qu'on a pu entendre aujourd'hui et donner du sens peut-être à la démarche qu'on souhaite faire, voilà, et au croisement de démarche qualité et démarche des DRS. Thierry. Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous venez de dire, Madame Le Chenadec, par rapport au bilan émissions de gaz à effet de serre, enfin émissions carbone. Je suis très étonné que la part en fait la plus importante du bilan de votre université soit les déplacements. Moi, j'ai fait plusieurs BGS d'universités, d'écoles, etc. Et avec un outil qu'on a développé,
Labo 1.5 fait ça aussi Oui. avec l'outil Labo 1.5. On s'aperçoit qu'en fait, la grosse part, 50% des émissions, c'est le bâtimentaire, la part du bâtiment, et ensuite les achats. L'émission arrivant pour une dizaine de pourcents en fait dans le bilan complet d'une université. Donc je voulais savoir comment vous aviez réalisé votre BGS et pourquoi il y a cette grosse différence en fait. Nous, déjà, on a fait d'entrée de jeu depuis 2016, on a fait le bilan carbone complet sur les 3 scopes. On a fait ça avec le cabinet Lamy, qui est un cabinet qui est à Lyon, qui travaille avec l'ADEME. Donc, nous, le bilan carbone est fait à partir de la méthode ADEME. Alors, l'avantage que l'on a peut-être, puisque pour qu'un bilan carbone soit réglementaire, il faut qu'il soit saisi sur la plateforme de l'ADEME. Ah oui, d'accord. Et qu'il s'accompagne d'un plan de transformation qui court sur 3 années. Voilà. Donc, nous, pourquoi? Alors, nous, on a peut-être cette chance. Nous, en fait, sur notre bilan carbone complet, donc les émissions de gaz à effet de serre pour 69%, donc c'est la part la plus importante, dépendent des déplacements, comme je vous l'ai expliqué. Mais chez nous, la part, on va dire, émissions de gaz à effet de serre via le patrimoine immobilier ou, disons, l'énergie, n'est pas la part la plus importante, puisque nous, on a la chance de bénéficier sur nos sites principaux d'une chaufferie à bois qui est en partage avec un autre campus. Voilà. Mais ça, c'est historique, Thierry. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps chez nous. Pas, voilà. On a bénéficié donc depuis 2021 par ailleurs du plan de relance pour une somme assez conséquente et qui concerne beaucoup de nos bâtiments au niveau des rénovations thermiques et performances énergétiques. Donc, si vous voulez, dans l'ordre, nous, sur le bilan carbone, année de référence 2019, le second qu'on a fait, effectivement, ce sont les déplacements en majorité. Ensuite, ce sont les achats et l'énergie pour une toute petite part, en fait. Voilà. Mais parce qu'on est constitué comme ça, quoi. Voilà. Ok, non mais ça explique le truc. C'est assez étonnant parce que vous devez pas être. Il n'y a pas beaucoup d'universités qui doivent être dans le cas de Paul Valéry, j'imagine. Oui, oui, parce que moi je vois les bilans carbone des autres établissements, effectivement. Effectivement. Ok. Voilà. Je vais être obligée de vous laisser parce que j'ai une autre réunion, donc je vous remercie bien. Beaucoup. Merci beaucoup. Surtout, je suis contente d'avoir découvert votre réseau que je ne connaissais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de réseaux. Et n'hésitez pas à revenir vers CIRS si vous avez besoin d'informations autour du label, de bonnes pratiques, etc. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre intervention et participation. On se revoit du coup début mars pour une présentation un peu plus détaillée du label. Oui, mais est-ce qu'il faut qu'on se connecte un peu avant pour échanger sur ce que vous attendez vraiment? Je vous appelle Valérie avec Geoffroy pour caler ça. Très bien, je vous remercie beaucoup. Bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Est-il vrai qu'il nous reste 2-3 minutes? Est-ce qu'il y a déjà sur la qualité des échanges et le déversement d'informations, voilà, on voit que ces temps impartis d'1 heure sur des rétextes, des temps courts comme ça, on apprend plein de choses et on vient se ressourcer et on a aussi un aperçu, je dirais, de ce qui est fait dans nos différentes entités. Est-ce qu'il y a sur un temps très court d'1 ou 2 minutes, quelqu'un qui veut intervenir ou poser une question? N'hésitez pas. On a essayé d'aborder cette dimension démarche qualité des DRS sous différentes facettes. Voilà, il y a eu aussi des retours d'expérience, de l'apport d'informations, de la référence ministérielle, nationale, étatique. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses et vous avez, je pense, matière à vous ressourcer. C'est aussi tout l'intérêt de ces rétex, de venir chercher de l'information et de la ressource. Eh bien, écoutez, si il n'y a pas d'autres questions, vous étiez encore nombreux ce matin, une 50aine, ça fait toujours plaisir. Voilà, je parle là au nom du réseau relié. C'est vraiment des temps qu'on essaye de maintenir mensuellement, même si des fois on est un petit peu court en termes de délai. Et puis, voilà, Thibaut et puis Valérie l'ont précisé, il y a vraiment le réseau relié qui dédie sa prochaine conférence le 9 mars prochain sur cette thématique. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est parti et les inscriptions sont parties hier. Voilà, donc on vous attend nombreux et arrivez aussi avec vos questions, vos retours d'expérience. C'est toujours intéressant.
Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, pour ma part et au nom du réseau relié du comité de pilotage, on vous souhaite une agréable journée et puis à très vite au sein du réseau. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Reste en Bonne ligne, journée à Thibaut. tous. Merci.